Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur votre TVR Ouest France Politique. Nous sommes en direct et en public depuis l'espace Ouest France afin de parler municipal 2020 à Rennes. Et nous sommes avec Vincent Jarnigon, le directeur départemental de Ouest France. Très heureux d'accueillir Franck Darcel, tête de liste RBE au municipal de Rennes. Bonjour Franck Darcel, merci d'avoir répondu à l'invitation de nos deux rédactions. On a beaucoup de questions à vous poser sur votre programme, une ville que vous connaissez particulièrement bien. Juste avant d'entendre cette première question très politique de Vincent Jarnigon, qu'est-ce qui vous a conduit vraiment à vous présenter comme tête de liste pour cette élection ? Personnellement, j'ai déjà participé à 2 élections. Donc en 2008, j'étais numéro 4 sur une liste Modem. Moi, j'étais au Parti Breton. Il y avait une association Modem Parti Breton. En 2014, j'étais numéro 2 à l'élection municipale rennaise sur une liste Rennes-Bretagne Europe déjà à l'époque. Et là, je suis tête de liste pour la première fois. Et en fait, je pense qu'on ne peut pas laisser la politique aux professionnels de la politique. Donc j'ai un boulot à côté, dont je suis très content. Mais à un moment, je pense qu'il faut se saisir du fait politique, parce que si on laisse les professionnels de la politique s'occuper de tout, ça ne va pas bien et on s'en rend compte. Et vous dites d'ailleurs, justement, je vous cite, les Rennais ne sont pas des provinciaux. Ben ça, c'est aussi parce que j'ai vécu ailleurs en Europe, je sais comment fonctionnent les régions ailleurs en Europe, et je pense que la Bretagne mérite mieux que le traitement qu'on lui fait, effectivement. Donc je suis breton et européen, citoyen de la République française, mais je supporte plus qu'on soit infantilisé par le pouvoir central. Non, c'est pas, non, ça ne me va pas, mais ça ne va pas à plein de gens. La première question, plus politique, de Vincent Jarnigon. Bonjour Franck Darcel. Bonjour. Alors effectivement, on peut se poser la question si vous devriez vous présenter à l'élection présidentielle, parce qu'une de vos mesures phares, c'est lancer une réflexion sur la légalisation du cannabis. Un maire ne peut pas prendre cette décision-là. Donc vous mettez ce sujet-là dans la campagne des municipales, en sachant que le maire ne pourra pas légaliser le cannabis. Pourquoi vous faites cette proposition, en fait ? Pour faire avancer un débat ? Faire avancer le débat, et après, il faut savoir qu'après le traité de Maastricht de 92, la France a entré la subsidiarité dans la Constitution française, article 72, 2003, qui permet à une autorité, à une collectivité locale de se saisir des problèmes dans lesquels elle se sent plus compétent. Donc la France a validé le système de la subsidiarité qui gère le rapport entre le Land en Allemagne et l'État central, sauf que personne ne l'utilise. En réalité, si un maire d'une grande ville en Bretagne ou ailleurs, dans une autre région française, où une région veut se saisir d'un problème, elle est parfaitement... Alors vous avez vu ce qui s'est passé sur le maire de Languette, qui a pris un arrêté anti-pesticides, il s'est fait retoquer par le tribunal administratif. Donc demain, si vous prenez un arrêté pour légaliser le cannabis, je pense que c'est ce qui vous arrivera aussi, non ? Oui, mais rien n'empêche de lutter contre un pouvoir central totalement aveugle et qui ne tient pas compte de la vraie démocratie. En tout cas, je demande à tout le monde de relire l'article 72 de la Constitution, et on est parfainement fondé à lancer des débats. Alors sur la légalisation du cannabis, oui. Ça pose effectivement question. Donc pourquoi selon vous, il faudrait légaliser le cannabis ? Parce que d'une part, la première réflexion, c'est qu'un produit qui est largement utilisé, mettre un interdit sur quelque chose qui est passé dans les mœurs ne sert à rien. Et le premier exemple, c'est la prohibition de l'alcool aux États-Unis entre 29 et 35, et où ça n'a servi à rien. C'est-à-dire qu'il y a des rapports médicaux, il n'y a jamais eu autant de cirrhose, il n'y a jamais eu autant, et ça c'est important par rapport au cannabis, d'alcool frelaté, et la pègre ne s'est jamais aussi bien portée. Voilà, les médecins vous diront que le cannabis crée des dépendances qui peuvent être dangereuses. Donc, qu'est-ce que... Non, la dépendance au cannabis est beaucoup moins forte que la dépendance au tabac. Mélangé, évidemment, ça pose un problème, mais surtout moins forte que la dépendance à l'alcool. Et le cannabis, il n'y a pas de passage à l'acte de violence comme il y a avec l'alcool. Donc, normalement, le cannabis devrait être traité exactement comme l'alcool. La deuxième chose, c'est que le cannabis, en ce moment, le grand problème, c'est qu'il est beaucoup trop dosé en THC. Et parce qu'il vient d'ailleurs, et les gens bricolent, etc. Si on avait un cannabis local, produire local, eh bien c'est beaucoup plus doux et ça permet de faire de la prévention. Parce que le problème aussi, c'est que quand un produit est interdit, comme le cannabis, on ne peut pas faire prévention. De la pègre, vous dites. Oui, en même temps, bien sûr. Ouais. Ce qui s'est passé, il y a des États américains qui ne sont pas spécialement anarchistes, qui ont légalisé le cannabis, le Colorado, et ça produit énormément de subsides pour les écoles, les routes, etc. Et la seule chose, je vais finir sur ce sujet, c'est qu'il ne faut pas laisser les gens qui étaient dans le trafic avant de côté. C'est-à-dire qu'il faut les réintégrer dans le processus afin qu'eux n'aillent pas chercher des subsides ailleurs. Mais évidemment, la légalisation du cannabis, de toute façon, excusez-moi, mais dans 4-5 ans, on y sera. Donc on est juste un peu novateur sans plus. Alors ce sujet justement vous ramène, en tout cas dans votre programme, à cette réforme d'un système hexagonal que vous qualifiez de trop centralisé et de trop coûteux.
Oui. Oui, c'est une chose. Alors, quand on nous demande de nous justifier pour savoir pourquoi on veut une Bretagne un peu plus responsable, la question c'est plutôt à l'inverse. Comment ça se fait que la France, entourée de pays qui ont tous un système fédéral, soit restée sur un système aussi centralisé? La Grande-Bretagne est fédérale depuis Tony Blair, mais elle avait déjà commencé avant. La Belgique est fédérale, l'Allemagne est fédérale depuis la fin de la guerre. La Suisse est fédérale, elle a inventé le fédéralisme. L'Italie, depuis la fin du fascisme, est fédérale. Et l'Espagne, depuis la fin du fascisme, est fédérale. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que quand les dictatures s'arrêtent, on passe à un système fédéral. Ça veut dire que le système centralisé n'a jamais été le synonyme d'une grande démocratie. Donc c'est la France qui est à part. Et en fait, aujourd'hui, en fait, vous reconnaissez aucun pouvoir à la région Bretagne, par exemple. Les élus non, qui gouvernent, c'est de la Bretagne. Le budget de la France est... Parce que la fiscalité a énormément d'importance, c'est les budgets. Le budget de la France est 333 milliards d'euros en 2019, 1,5 milliard d'euros pour la Bretagne. Et les budgets, ça compte. Je veux dire, si en Espagne, en ce moment, juste une petite parenthèse, mais si le Pays Basque ne bouge pas comme la Catalogne, c'est que le Pays Basque a obtenu, à la nouvelle constitution de 78, le Pays Basque a obtenu de ne donner au gouvernement espagnol que ce qu'on appelle le cupo, il ne donne que 9%, entre 6 et 9% de leurs revenus. Donc l'indépendance fiscale fait que le Pays Basque ne veut pas sortir de l'ensemble espagnol. Mais c'est important. C'est l'autonomie de la Bretagne en fait que vous souhaitez, comme le système de la Catalogne. Non, c'est-à-dire que normalement, les grands pays de grande surface, en tout cas en superficie, en Europe, sont tous sous système fédéral. Donc à un moment, il faut le comprendre. Pourquoi la France reste dans un système aussi centralisé et qui, en fait, au niveau fiscal, ça correspond à un vrai racket de l'Île-de-France. Parce que l'Île-de-France, par Bercy, récupère 90%... Parce qu'ils ont plus de population. Plus de population, mais c'est surtout la région la plus riche de France. Et après, sur la culture, ils gardent 84% du budget de l'État pour eux, 1% pour la Bretagne, et c'est comme ça dans tous les domaines. En fait, on se fait racketter par l'Île-de-France. Oui. On a peut-être raté quelque chose. On attendait beaucoup des lois de décentralisation de 82. Le Célib, peut-être, de René Pleven, à une certaine époque, avait peut-être un souhait à ce qu'il y ait une plus grande indépendance aussi des régions. Ce serait possible d'aller vers une Assemblée de Bretagne avec quelque chose qui amène une plus grande, justement, sécurisation des thématiques bretonnes pour les Bretons? De toute façon, déjà, le Célib a obtenu qu'on ait, parce que c'est vraiment eux, c'est pas Anne de Bretagne évidemment, c'est le Célib qui a obtenu qu'on ait des routes gratuites en Bretagne. Donc c'est très important. Après, il faut voir que voilà, c'est toujours la comparaison avec les autres pays européens. Ici, on est totalement infantilisé. Je vais citer un dernier exemple. Par exemple, la taxe audiovisuelle rapporte 3,2 milliards à l'État français l'année dernière. Eh bien, le budget de François Bretagne est de 23 millions. Donc en fait, tout l'argent qui est collecté en termes de taxes audiovisuelles est dépensé en Île-de-France. À un moment, on ne peut pas survivre, on ne peut pas continuer à survivre quand en plus l'État français est en faillite. Là, on a des problèmes dans la sécurité, la police nationale a des problèmes, la santé a des problèmes, on voit comment Pontchaillou est en ébullition. À un moment, on ne peut pas continuer comme ça, sinon c'est pas possible. Quant aux lois de décentralisation, elles sont jamais allées assez loin, c'est-à-dire que... L'idéal pour vous, c'est quoi en fait? Une France fédérale, une France... Avec un président de région Bretagne qui existe déjà aujourd'hui. Et ensuite, pouvoir, 1,5 milliard, c'est rien. Sur les strates, parce qu'on peut parler des strates, ouais. Est-ce qu'on conserve un conseil départemental? Est-ce qu'on conserve des métropoles? Est-ce qu'on conserve des maires? Des maires, évidemment, mais dans la plupart des pays européens, encore une fois, notre liste s'appelle Rennes-Bretagne Europe, donc on se réfère à l'Europe, à ce qui marche le mieux en Europe. Et en Europe, il n'y a pas de département. Le département sert surtout à ce que le préfet soit là, et le préfet, c'est l'œil et le bras armé de Paris. Il y a le conseil départemental aussi, qui est en Ille-et-Vilaine, c'est le socialiste Jean-Luc Chenu. Si vous regardez toutes les structures des autres régions en Europe, dans des États à structure fédérale, le département n'existe pas. On va de la commune aux Landes ou à la communauté en Espagne, et directement à l'État central. Il n'y a pas le département. Imaginez qu'ici, il y a la ville de Rennes, il y a la métropole, il y a le pays de Rennes qui décide du SCOT, donc schéma d'organisation territoriale. Au-dessus, il y a le département avec En quelle strate vous retirez? Je retire le département, évidemment. Aucune utilité.
Franck Darcel, on va s'appuyer sur le trépied de votre, ou ce triskel de votre programme. On a parlé de la réforme du système hexagonal. Deuxième pan très important, c'est cette volonté d'élaborer l'écologie vraiment sous un angle très pragmatique. Alors l'écologie, il en est énormément question dans cette campagne des municipales 2020. C'est vraiment en filigrane de toutes les actions. Et la première thématique, c'est la thématique des mobilités, des transports, au regard de l'écologie. Alors, on entend beaucoup de choses entre un RER métropolitain, des trambus, un plan Marshall pour le candidat compagnon de plus d'1 milliard, même le chiffre progresse de jour en jour. Quel est votre regard, vous, sur cet environnement maîtrisé pour la ville de Rennes ? Moi, je constate surtout une chose, c'est que les Verts qui ont participé au gouvernement Jospin dans les années 90, puis au gouvernement Hollande, et puis qui localement ont participé à l'équipe Appéré sur la dernière mandature, si on se promène encore une fois en Europe, n'ont pas obtenu grand-chose. C'est-à-dire que quand les Verts sont rentrés, par exemple, au gouvernement Hollande, l'idée c'était vraiment de fermer Fessenheim, une des centrales nucléaires. C'était emblématique, mais c'est important. Et Fessenheim fonctionne toujours. Donc on a avec les Verts, à partir du moment où au deuxième tour, ils finissent par s'arranger avec le Parti socialiste, on n'a pas de résultat. On n'a pas un plan vélo à Rennes avec des vraies pistes cyclables qui soient comparables à ce qui se fait de mieux dans les pays européens. Alors, ils ont tous des plans vélo dans les campagnes. D'accord, mais attendez, quand on a été au pouvoir pendant 6 ans, si on n'obtient pas mieux que ce qui est là, je suis désolé, au bout d'un moment, l'écologie de blabla, sociologique, etc., non, à un moment, ça doit être pragmatique. Qu'est-ce qu'on fait, etc. Alors sur le vélo, parce que vous, dans votre programme, vous êtes assez clair, c'est-à-dire que par exemple, la place de la voiture, vous dites qu'il faut continuer à avoir des voitures en centre-ville, notamment. Non. Ah si, vous le dites. Non. Mais vous ne voulez pas supprimer le parking Vilaine? Non, je dis que tant qu'on n'a pas un système cohérent de transport entre Rennes et la première couronne, ce qui pour nous est très important parce que c'est la définition pour nous de la future métropole, on ne peut pas dire on arrête les parkings en centre-ville parce qu'on va tuer le commerce en centre-ville. Maintenant, l'agrandissement du plateau piétonnier et plus de vraies pistes cyclables, on est pour. Mais il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On peut pas. La deuxième ligne de métro va quand même fluidifier un petit peu les mobilités, c'est-à-dire que les gens. La deuxième ligne de métro s'arrête encore une fois à l'intérieur de la rocade, ce qu'on dénonçait déjà en 2008, en 2014, et maintenant on se rend compte que ça engorge la rocade. Faire des lignes de métro qui s'arrêtent à l'intérieur de la rocade avec des parkings relais à l'intérieur de la rocade, j'ai déjà dit, mais c'est un plan qui semble avoir été fait avant le premier choc pétrolier. C'est stupide. À partir du moment où on associe un transport en commun en site propre avec des parkings voitures, on sait bien qu'on associe à la voiture. Tous les autres candidats ont conscience qu'il faut développer le métro ou un autre type de transport en dehors de la rocade. Donc il y a ceux qui veulent poursuivre le métro, que ça coûte quasiment 500-600 millions d'euros. Et également Nathalie Appéré qui propose, elle, de mettre des transports en site propre, c'est en fait des trambus, à 250 millions d'euros. Donc vous, c'est quoi votre proposition? Parce que tout ça, ça coûte de l'argent, en fait. Bien sûr, encore une fois, quand le Grand Paris va se faire, le nouveau métro du Grand Paris va coûter 13 milliards d'euros. Et c'est nous tous les citoyens de la République française, qui allons en mettre à la poche. Parce que ça, il faut savoir que sur Rennes, parce que le Grand Paris, Non, mais justement, quand le Grand Paris arrive à faire un projet à 13 milliards d'euros, à un moment, on peut dire aussi... Oui, mais on profite tous du Grand Paris. Demain, quand on va à Paris pour se déplacer, on va profiter de ce métro aussi. Non, mais quel est le besoin d'aller à Paris aussi souvent? Je sais pas, pour les chefs d'entreprise qui travaillent à Paris, qui ont besoin de prendre des avions, pour des familles à Paris, c'est ramenons les centres de décision en Bretagne. On n'est pas obligé d'aller à Paris. Oui, quelqu'un qui travaille à Munich, en Allemagne, il n'est pas obligé d'aller à Berlin toutes les semaines. Oui, mais on est quand même content d'avoir des transports en commun. Quand on se balade en Europe, on est content d'avoir des transports en commun et de profiter des métros. Oui, sauf que celui-là coûte 13 milliards d'euros et que nous, les 3 lignes de tramway qu'on propose, c'est à Rennes, oui, c'est en dessous de 1,5 milliard d'euros. Donc c'est jouable. À un moment, si l'État met tellement la main dans les transports parisiens, il faut savoir la RATP. Il n'y a pas d'État. C'est Rennes qui construit son métro, c'est Rennes Métropole. L'État n'intervient pas, donne de l'argent d'ailleurs. Oui, non, mais à un moment, on peut aussi dire, parce que François Hollande disait quand Paris brille, toute la France brille. Moi, ce genre de phrase, ça m'intéresse pas du tout. À un moment, il faut qu'on récupère une partie des impôts qu'on paye. Mais si je suis votre raisonnement, l'État participe au métro de Rennes. Ils ont donné une participation, donc les Parisiens peuvent dire la même chose. Pourquoi on donne de l'argent au métro rennais? On s'en fout, on n'y va jamais. Non, la RATP est une agence
l'État une donne agence de d'État. l'argent. Non, Aide. la RATP est une agence d'État française et nous payons tous pour la. Mais l'État a aidé la construction du métro rennais. Non, Donc mais les impôts des Français ont aidé. Écoutez, comparez ce que donne l'État, est-ce qu'à la région Bretagne. Le budget culture juste de la région Bretagne, c'est 42 millions d'euros. 84%, sur le site de l'Assemblée nationale, 84% de l'argent de la culture de l'État est dépensé en Île-de-France. Et c'est comme ça dans tous les domaines. On se fait absolument racketter. Donc vous pouvez amener tous les arguments que vous voulez. Il y a un deuxième pendant dans cette politique des mobilités, c'est la gratuité ou non, ou gratuité partielle. Vous placez le curseur où, Franck Darcel? Moi, je pense que ce qui est plus important, la gratuité totale, c'est compliqué à mettre en place parce que ça coûtait très cher. Quand même. Bien sûr, et puis les lignes de tramway que nous on veut faire, on veut en construire 3. Ça va coûter aussi de l'argent. Je pense que moi, les étudiants, il faut la gratuité totale pour 2 raisons. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de se déplacer, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Parfois, certains ont de l'argent. Il y a de la précarité. Oui, et puis surtout, il y a aussi dans cet État, et on en subit les conséquences, il y a un problème administratif. C'est-à-dire que, parce qu'on a discuté avec des étudiants et des parents d'étudiants, quand on a un peu de bourse, monter le dossier avec le Crous pour être exonéré, c'est un bazar. Ils sont obligés de demander à leurs parents de les aider, etc. Non, une fois qu'on est étudiant, la carte d'étudiant, transport en commun gratuit, c'est simple. Pas gratuité totale pour l'ensemble des usagers. Non, on commence par les étudiants. Il nous reste 10 minutes, ça passe vraiment horriblement vite. Alors une des questions effectivement qui intéresse aussi beaucoup les Rennais, c'est les questions de sécurité ou de sentiment d'insécurité. Donc dans les débats qu'on a pu avoir ou dans les entretiens qu'on a pu avoir à d'autres candidats, donc il y a ceux qui veulent armer la police municipale, ceux qui veulent plus de policiers municipaux, ceux qui veulent plus de caméras de surveillance ou plus de caméras de surveillance. Vous, c'est quoi votre proposition ? Moi, je pense que ayant participé à la campagne de 2008, on avait je m'étais occupé du projet sécurité et on l'avait trouvé sécuritaire. On voulait juste à l'époque que la police municipale ait un tonfa. Ce qu'ils ont eu après ils ont la matraque télescopique. À l'époque, ils n'avaient rien. Ils devaient intervenir. Ils avaient juste une espèce de bombe lacrymogène. Enfin, c'était ridicule. En 2014, on a demandé la police municipale de nuit parce que ça nous intéressait, parce qu'on sait bien qu'entre 1h et 5h du matin, c'est là qu'il y a le plus de problèmes. Et la police nationale, et on va y revenir, n'est pas présente suffisamment entre 1h et 5h du matin. Et donc, cette manière dont chaque liste maintenant dit on va mettre plus de 100 policiers, on va mettre des policiers à cheval, et puis en 2026, on demandera 400 policiers, soutenus par le 20e de cavalerie, puis des véhicules amphibies pour la police municipale. À un moment, ça suffit. En fait, on veut demander à la mairie, avec le peu de moyens qu'elle a, de pallier au manque de la police nationale parce que la police nationale a des problèmes d'argent et d'effectifs. C'est pas possible. À un moment, il faut regarder les choses en face. Et on ne peut pas pallier localement les déficits de l'État français en termes de sécurité. Donc nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait un seul référent dans la ville et la première couronne, qui soit en charge à la fois de la police municipale et de la police nationale. C'est-à-dire qu'à un moment, le préfet sur Rennes et sa première couronne passe la main et le maire passe la main et quelqu'un qui vient de la police évidemment et du sérail puisse gérer les 2 polices, nationales et municipales. Autrement, on va se rejeter la balle comme entre la métropole et la ville. Sauf qu'il y a une police qui est armée, il y a une police qui n'est pas armée. Alors il faut changer les statuts. Non, la police municipale ici n'est pas armée. Non, la police municipale n'est pas armée, et moi je pense que c'est mieux qu'elle soit pas armée des armes de catégorie qui sont vraiment létales, et parce que le rôle est différent. Normalement, à chaque fois, à chaque campagne, on l'a dit, c'était combattre les incivilités. On les voit pas tellement combattre les incivilités, et surtout il y a un problème de tapage nocturne. Le tapage nocturne, je parle de 1h, encore une fois, ce créneau de 1h à 5h du matin, il faut que les gens puissent dormir. Or ici, si on appelle la police nationale, le tapage nocturne, c'est pas son problème, et ça crée des vraies tensions. Donc moi je dis un seul référent pour la sécurité. Chef sur 2 polices. Absolument. Absolument, qui gère à la fois, le maire passe un peu la main. Et qui est le responsable? C'est le maire en cas de pépin. Le responsable, c'est le chef ou c'est le maire ou c'est le préfet? Cette nouvelle autorité doit avoir la main, c'est un monsieur sécurité sur la ville de Rennes. C'est lui le responsable. Bien sûr. Qui gère ça. Le troisième volet aussi très fort de votre programme est relatif à une pratique vraiment affirmée de la démocratie directe. Vous la voyez comment, cette démocratie directe au sein d'une ville comme Rennes? Encore une fois,
il suffit de prendre en Europe ce qui marche le mieux, ce qui fait partie de nos idées, de nos axes. Et en Suisse, dans les cantons, une fois par an, il y a des votations sur des sujets importants. Moi, je pense que, et on a lancé l'idée déjà il y a 2 mois, même si elle a été reprise après par d'autres, je pense qu'une fois par an, il doit y avoir 2 questions importantes pour l'avenir de la cité qui sont posées aux citoyens. Une des questions pourrait d'ailleurs être posée par l'opposition à la mairie, et l'autre, après une consultation sur Internet ou peu importe, par les habitants eux-mêmes. Mais c'est une pratique qui est courante en Europe et on ne doit pas en avoir peur. Alors ça a été fait un peu sur le mandat qui vient de s'achever avec le budget participatif où les habitants pouvaient voter dans des projets très locaux de quartier. Oui. Alors c'est pas forcément sur des grands aménagements, c'est plus des aménagements localisés sur les quartiers. Donc c'est une démocratie qui avance, qui est sur notamment sur le numérique, mais c'est tellement loin des donnes européennes les meilleures. Est-ce que les Rennais à qui on va demander l'aménagement de son quartier pourra se prononcer sur ce qui se passe en Europe? Ça, c'est ce que vous souhaitez faire, c'est ça? Non, pas du tout. Non. Je suis en train de dire qu'à l'échelle de la ville, les gens doivent être consultés pour des mesures très importantes. Voilà, ce qui va se faire, par exemple, la transformation de la prison Jacques-Cartier, tout le monde devrait être consulté sur le sujet. Mais ça pose aucun problème ailleurs en Europe. Ça s'appelle la démocratie participative. C'est avec la prison Jacques-Cartier. Donc, Nathalie Appéré a annoncé qu'elle voulait en faire un grand lieu culturel. Charles Compagnon a embrayé en disant que c'était à peu près le même projet. Vous souhaitez y loger des étudiants, en sachant que la prison Jacques-Cartier, elle a un problème, c'est qu'il y a beaucoup d'amiante et que ça coûte très cher de rénover le bâtiment. Donc, est-ce que vous avez peut-être déjà budgété aussi le fait d'y loger des étudiants? Non, mais par contre, sur le problème de l'amiante en France, on sait que l'amiante a mis 20 ans, la France a mis 20 ans à interdire l'amiante après les États-Unis, ce qui est pas très bon signe. Donc il y a un vrai problème d'amiante en France. Ceci dit, des anciennes prisons qui sont transformées en logements, ça existe, c'est en travaux à Brest, à Nantes et à Avignon surtout. Et je pense que c'est une bonne idée parce que dans les conversations qu'on a, puis moi je fais partie de la société civile et je suis en contact avec des jeunes grâce à la musique souvent, ils n'arrivent plus à se loger en centre-ville. Et c'est vrai qu'à un moment, quand on a un espace comme ça existe ailleurs, on peut avoir envie de transformer ça en logement pour étudiants et en logement pour jeunes travailleurs, oui, parce qu'il y a des problèmes aussi dans les foyers de jeunes travailleurs. Je connais bien les foyers de jeunes travailleurs, c'est là que Marquis Sade a commencé à répéter il y a très longtemps. Et je sais qu'il y a des problèmes il y a des problèmes de salubrité, il n'y a pas assez de moyens. Mais je pense que oui, le logement pour les jeunes, comme la gratuité pour les étudiants, est une priorité. Alors, on essaie de lisser très rapidement, mais il y aura d'autres débats aussi avec d'autres candidats. L'éducation, c'est un thème aussi qui vous intéresse aussi de très près. Et alors là, vous appelez à un retour à la semaine de 4 jours. Dans les écoles. Dans les écoles. Absolument, parce que la mairie n'a autorité que sur la prime enfance et les écoles primaires. Et en fait, le passage à la semaine de 4 jours et demi aurait pu être intéressant si, avec des moyens, on pouvait proposer des vraies activités, comme dans certains pays européens, encore une fois, des activités physiques. Mais il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les structures. Donc en fait, il y a eu juste des décalages, la période entre la fin de la matinée, le début de l'après-midi est un peu allongée, etc. En fait, ça ne rime à rien. Et finalement, après discussion avec des tas de parents d'élèves du primaire, la respiration, pour moi, elle était le jeudi matin. Je me souviens, c'était il y a très longtemps. La respiration du mercredi matin, elle est importante. Dans une ville comme Rennes de 216 000 habitants, déjà que ça a été très compliqué à mettre en place la semaine des 4 jours et demi, refaire tout, ça risque de compliquer tout. Parce qu'il y a des habitudes qui ont été prises, donc c'est des décisions qui sont... Oui, mais la plupart, on peut aussi la mettre au vote citoyen, mais la plupart des communes de la périphérique sont revenues à la semaine de 4 jours. L'enseignement privé est revenu à la semaine de 4 jours. Donc à un moment, parce que quelques sociologues proches du Parti socialiste, il y a 15 ans, ont dit que la semaine de 4 jours et demi, c'était mieux. Bon, à un moment, c'est pareil, tout ça, c'est pas très pragmatique, quoi. Il nous reste 2 minutes. On va profiter vraiment du derby breton qui aura lieu ce soir au Roison Park, Stade Rennais, FC Nantes. Bien évidemment, vous êtes toujours pour une réunification
de cette Bretagne. Même si pour ce soir, vous êtes pour Rennes, quand même. Évidemment, je suis pour Rennes. Moi, quand je vivais au Portugal dans les années 90, j'arrivais à capter France 3, France Bleu Armorique, je ne sais pas comment, par les grandes ondes ou les ondes courtes, dans une pièce de l'appartement. Et c'était une époque où Guy Varche jouait à Rennes. Stéphane Guy Varche qui avait terminé d'ailleurs meilleur buteur. Et Pierre-Yves André. Donc le Stade Rennais, Nantes doit être en Bretagne dans l'avenir, mais pas forcément ce soir pour le derby. En tout cas, ce sera un derby. C'est Christian Gourcuff qui est entraîneur de Nantes, et voilà, j'espère que ce sera un beau match. Et oui, je suis pour Rennes, et je pense que Nantes est une ville bretonne, quoi qu'il en soit. Vous y croyez encore, Franck Darcel? Il nous reste 1 minute sur une réunification avec cette Bretagne historique, et puis pourquoi pas enfin ratifier cette charte des langues minoritaires? Encore une fois, la France est un des seuls pays d'Europe à ne pas l'avoir ratifié. Tous les autres pays d'Europe, les grands pays d'Europe et les petits ont ratifié. En fait, ce qui devient pesant, c'est l'exception française. Et moi, je suis pour l'exception bretonne. Donc c'est pour ça que la boucle est bouclée. Il faut vous présenter à l'élection présidentielle, en fait. Je vais réfléchir. Avec un concert de soutien qui aurait lieu durant votre campagne? Oui, il y aura un concert de soutien. On va présenter le comité de soutien qui va être assez relevé vers la fin février. Il y aura un concert de soutien début mars, je pense. Oui, voilà. Merci beaucoup, Franck Darcel, d'avoir accepté l'invitation des rédactions de TVR et de Ouest France. Merci, Franck Darcel, tête de liste RBE pour ces municipales de Rennes 2020. Merci encore à vous. Merci à vous.